Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de participer à ce 33e jeudi de l'ordre. En flash info, le docteur Fanny Medina Riera, spécialiste en radiodiagnostic, en imagerie médicale, en particulier scénologie et imagerie de la femme, va nous parler d'Octobre Rose et de dépistage du cancer du sein. Puis le docteur Sarah Castet, PH en endocrinologie et diabétologie pédiatrique, service de pédiatrie multidisciplinaire, centre de référence des maladies hypophysaires, va animer une conférence sur les perturbateurs endocriniens, ce qu'il faut en retenir. Posez vos questions au fil des exposés, elles seront traitées à la fin. Le prochain jeudi de l'ordre, le 7 décembre, traitera du médecin face à la plainte d'un patient. Interviendront Maître Corinne Amar et notre secrétaire général, le docteur Bruno Mellet. Merci à nos deux intervenantes, merci à notre présidente et à tous les membres du Conseil, merci à notre belle équipe de la communication. Nous pouvons commencer en laissant la parole à Fanny. Bonjour, alors moi je suis docteur Fanny Medina, je suis radiologue, donc dans le cadre d'Octobre Rose, je voulais vous parler du dépistage du cancer du sein. Alors, pour replacer le contexte, le cancer du sein, vous savez que c'est 50 000 nouveaux cas par an. C'est encore 12 000 décès par an, malgré l'amélioration du pronostic. Il y a un chiffre qui revient beaucoup dans la campagne de dépistage, c'est une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. C'est pour ça qu'on a mis en place un dépistage organisé depuis 2004, dans le but de diminuer la mortalité. On est entre 15 et 35% de diminution de la mortalité grâce au dépistage, mais aussi de faire des traitements moins lourds, moins de mastectomie, moins de chimiothérapie. Alors, à partir de quel âge on fait les mammos ? De 50 à 74 ans, dans le cadre du dépistage organisé, les patientes vont recevoir à domicile une invitation qui fait office d'ordonnance pour faire une mammo tous les 2 ans. Pour les patientes qui ne sont pas à risque, mammo tous les 2 ans, ça suffit. Alors, je voulais passer un petit message pour que vous rassuriez vos patientes. C'est une faible dose d'irradiation. On entend tous les jours les patientes qui disent « oui, mais la mammo, c'est pas bon ». Alors, essayez de leur faire passer le message que c'est pas dangereux. Pour vous donner un ordre d'idée, une irradiation pour une mammographie, c'est 20 fois moins qu'un scanner abdominal, par exemple. C'est 6 fois moins qu'une irradiation naturelle en France. Voilà, donc rassurez vos patientes, c'est important. Avant 50 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les recommandations de l'HAS, c'est pas de surveillance avant 50 ans. Mais on sait qu'il y a quand même 20% des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans. Et c'est souvent des cancers qui sont agressifs. Donc, c'est important de les détecter avant qu'ils soient palpables. Donc, la mammo peut être prescrite en dépistage individuel à partir de 40 ans. Dépistage individuel, ça veut dire sur ordonnance. Avant 40 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pas de mammo systématique. On privilégie l'échographie mammaire en première attention s'il y a une anomalie clinique, une tuméfaction, une douleur, ce genre de choses. S'il y a besoin d'une mammo, le radiologue en rajoutera. Je ne parle pas des cas particuliers, des patientes à haut risque, des bilans préopératoires, des bilans avant PMA. Alors, à quelle fréquence ? Tous les ans ou tous les 2 ans, on prescrit la mammo ? Alors, on va faire simple. Pas de facteur de risque, mammo tous les 2 ans. Patiente à risque, mammo tous les ans. Alors, mais c'est quoi une patiente qui est considérée à risque ? Il y a les risques dits majeurs. Ça veut dire risque relatif supérieur à 4 fois la population générale. En tête de liste, les mutations, les BRCA et autres. Alors, celles-là, elles vont avoir mammo-écho, IRM tous les ans. L'irradiation thoracique. Les patientes qui ont eu un lymphome de Hodgkin avant 30 ans, elles vont être suivies comme les mutés. Mammo, écho, IRM. Les antécédents personnels de cancer du sein. On sait que les patientes qui ont déjà fait un cancer du sein sont très à risque de refaire un cancer du sein. Donc, elles sont suivies tous les ans. Les antécédents de lésions à risque. Ce qu'on appelle les lésions à risque, c'est les patientes qui ont déjà eu une biopsie ou une chirurgie qui a retrouvé des lésions à risque. C'est les hyperplasies canalaires atypiques, les hyperplasies lobulaires atypiques, toutes les lésions qui sont dites B3 par l'anapathe. Tout ça, c'est des lésions à risque et on sait que ça augmente le risque de développement d'un cancer du sein ultérieur. Après, il y a les risques modérés. Les risques modérés, c'est les antécédents familiaux. J'y reviens après. Donc, toutes les patientes à risque, mammo tous les ans.
Alors, les antécédents familiaux, ce n'est pas n'importe lesquels. Les oncogénéticiens ont un score qu'on appelle le score des Singer, qui permet l'analyse de l'arbre généalogique. Quand vous interrogez vos patientes, est-ce qu'il y a eu des cancers du sein dans la famille? En fait, ce qui va être important, c'est de savoir l'âge. S'il y a eu un cancer du sein jeune, vous voyez qu'il y a un score qui est beaucoup plus élevé. De la même façon, le cancer de l'ovaire, ça a un poids important en termes de risque. Et on va additionner comme ça un score pour la branche maternelle et un score pour la branche paternelle. Attention, ça compte autant côté père que côté mère. En fait, on se retrouve avec deux scores. On n'additionne pas les deux. On va prendre le plus élevé des deux. Le plus élevé des deux, s'il est supérieur ou égal à 3, on considère que la patiente est à risque. Et on peut proposer une consultation d'oncogénétique et surtout une mammo tous les ans. Si c'est inférieur à 3, elle est comme toutes les autres patientes, mammo tous les 2 ans. Les autres facteurs de risque, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont dits mineurs. Quand ils sont mineurs comme ça, c'est les prothèses, c'est le THS, l'obésité, l'alcool, le diabète, la nulliparité, la ménopause tardive. Ça ne change pas la stratégie de dépistage, c'est tous les 2 ans. La patiente a des prothèses, mammo, pas mammo. Alors, déjà, faut rappeler qu'il n'y a pas d'augmentation de risque de cancer du sein quand il y a des prothèses. Alors, oui, on fait une mammographie. On ne fait juste pas les mêmes incidences. On fait la même fréquence et le même âge que les autres patientes qui n'ont pas de prothèse. Elle sera juste toujours couplée à une échographie. Parce que, d'une part, il y a une partie du tissu mammaire qui va être cachée par l'implant. Et aussi, on va analyser les prothèses en écho. C'est là qu'on va chercher une rupture de la prothèse. On dit aux patientes qu'il n'y a pas de risque pour l'implant. On ne va pas fissurer une prothèse avec une mammographie. Voilà. On a l'habitude, à partir de 7 ans des implants, de chercher une rupture en échographie. Donc, on peut rajouter une écho tous les ans. Alors, je fais une petite parenthèse sur l'IRM mammaire. On a beaucoup de mauvaises prescriptions d'IRM mammaire, donc je voulais refaire un point. Quand est-ce qu'on prescrit une IRM mammaire? Donc, c'est assez codifié. C'est donc les principales indications, c'est la discordance radioclinique. Il y a une masse, la mammo ne donne rien. Je prescris une IRM mammaire pour sa valeur prédictive négative. IRM normale, je peux négativer. Pour négativer une anomalie mammo, alors attention, pas pour les microcalcifications, anomalie mammo, une opacité, une distorsion. Je peux demander une IRM pour sa valeur prédictive négative, négativer l'anomalie. La surveillance des patientes à haut risque, les mutés et autres. Le bilan d'extension d'un cancer, pas n'importe lesquels, les lobulaires, les cancers chez la femme jeune avant 40 ans et les indications de chimiothérapie néoadjuvante. Les adénopathies axillaires prévalentes, avec une mammo-écho qui ne donne pas de primitif intramammaire, et les doutes sur les ruptures de prothèses, quand on ne peut pas être sûr à l'échographie. Quand est-ce qu'il ne faut pas prescrire une IRM mammaire? Et là, c'est important. Les mastodinies ou le dépistage tout venant parce qu'elle a peur de la mammo, elle a peur d'avoir mal. Ça, non. Pas d'IRM mammaire en première intention. Alors attention, j'insiste, l'IRM mammaire ne s'interprète pas seule. Elle est toujours associée à la mammo et à l'écho. Quand la patiente va venir à l'examen d'IRM, il faut qu'elle ait sa mammo et son écho. L'interprétation est toujours conjointe avec les 2 autres modalités. J'insiste aussi sur le fait que l'IRM ne va pas remplacer la microbiopsie. S'il y a une indication d'analyse histologique, l'IRM ne va pas remplacer la microbiopsie. Alors, je fais aussi une autre parenthèse sur les prélèvements. Vous avez une anomalie en mammo, le radiologue dit qu'il y a une anomalie. Est-ce qu'il faut que je prescrive une microbiopsie ou une macrobiopsie? Ça non plus, c'est pas très clair, donc je vous refais un petit point. Alors, on va essayer d'être simple. L'anomalie visible en échographie, c'est une microbiopsie. Je vais revenir. Quand l'anomalie n'est visible qu'en mammo, et j'ai rien en écho, c'est une macrobiopsie. Alors pourquoi? J'explique. La microbiopsie, alors micro parce que c'est une aiguille de plus petit calibre, ce n'est que sous échographie. Donc il faut que j'ai une cible échographique. C'est un abord direct, c'est-à-dire que je visualise l'anomalie, la masse, et je visualise mon aiguille et on peut faire un prélèvement facile. C'est rapide, c'est simple, c'est environ 20 minutes. Donc ça, c'est la microbiopsie. La macrobiopsie, c'est autre chose. C'est une anomalie qui serait visible qu'en mammo. Et c'est surtout les microcalcifications.
Donc là, il faut un appareil particulier, il faut un système dédié, soit un système de repérage qui se met sur le mammographe, soit une table de macrobiopsie dédiée qui ne sert qu'à ça. Et là, à ce moment-là, c'est en décubitus ventral. Et quand c'est adapté au mammographe, c'est en décubitus latéral. Donc là, on appelle ça une macrobiopsie parce que le calibre est plus gros. Et par contre, là, c'est une procédure qui est beaucoup plus longue. On compte 45 minutes à 1 heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Entre 50 et 74 ans, mammo tous les 2 ans. Entre 40 et 50 ans, pareil, mais en dépistage individuel, ça veut dire avec une prescription. Avant 40 ans, échographie en première intention. Si la patiente est à risque, mammo tous les ans. C'est les antécédents de cancer, de lésions à risque, d'irradiation thoracique avec le lymphome de Hodgkin, les BRCA et les antécédents familiaux. Et surtout, j'insiste, rassurez vos patientes. Il n'y a pas de dangerosité à faire une mammographie. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler maintenant des perturbateurs endocriniens. Avec un titre un petit peu optimiste, que faut-il retenir? Je vais essayer de répondre à cette question, mais vous allez voir que c'est un sujet assez complexe. Donc on va commencer par définir les perturbateurs endocriniens, puis essayer de connaître leurs conséquences sur la santé, faire un petit état des lieux de ce qui est connu, ce qui est certain, ce qui est suspecté. Comme il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à prouver dans ce domaine, on parlera ensuite des difficultés d'évaluation du risque sanitaire. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de prouver la responsabilité des perturbateurs endocriniens sur certains problèmes de santé? Et enfin, on discutera de ce qu'il est possible de mettre en place à titre individuel ou ce qui est mis en place au niveau institutionnel pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors, la définition la plus communément admise, c'est celle de l'OMS, qui date de 2002, qui explique qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et qui induit donc des effets néfastes sur un organisme qui était à l'origine intact, ou chez sa progéniture, ou au sein de sous-populations. Le système endocrinien, vous le savez, c'est un système qui est vaste, qui comprend toutes les petites glandes que vous voyez dessinées là sur le schéma et qui intervient dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles. Et donc, on comprend qu'une altération du système endocrinien puisse avoir des conséquences variées en termes de santé. Les perturbateurs endocriniens, c'est un terme générique pour en fait énormément de substances. Une des dernières listes qui a été réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vous le verrez, c'est l'ANSES qui est très impliqué dans les travaux sur les perturbateurs endocriniens, fait état de 906 substances qui sont identifiées comme potentiels perturbateurs endocriniens. Donc, dans ces 906 substances, toutes n'ont pas la preuve scientifique apportée de leur effet perturbateur endocrinien. Certains sont suspectés, pour d'autres, il y a des preuves formelles plus solides. Mais vous voyez que c'est déjà un nombre énorme. Alors, pour établir leur caractère de perturbateur endocrinien, il faut forcément qu'il y ait une évaluation approfondie qui permet d'avérer ce risque. Et alors, l'ANSES classe ce risque en 3 catégories: un risque avéré, un risque présumé et un risque suspecté en fonction du pourcentage, vous voyez, de la probabilité que ce facteur soit perturbateur endocrinien. Pour l'OMS, ces 906 substances, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg qui serait beaucoup plus important que ça. Alors, voici un petit schéma qui récapitule certains perturbateurs endocriniens, les grandes catégories qui sont loin d'être toutes représentées là, mais qui a l'avantage d'être assez clair, assez lisible et qui peut être transmis facilement aux patients, avec les phtalates, les alkyles perfluorés, PFOA, PFOS, les pesticides, les formaldéhydes, les bisphénols, les alkylphénols, les parabènes. Donc vous voyez pour chaque catégorie l'utilisation et dans quels produits on les retrouve. Donc c'est là encore extrêmement varié. Ça va de l'alimentation aux contenants alimentaires jusqu'aux vêtements, les insecticides, les pesticides qu'on va retrouver dans la nourriture évidemment, les produits ménagers, mais aussi les constituants de la maison, que ce soit les murs, les peintures, les constituants des meubles.
et les cosmétiques qui sont une source importante. Il y a, ce qui n'est pas représenté ici, que je vous ai rajouté, évidemment, les médicaments, parce que c'est une catégorie tellement particulière qu'évidemment, il y a certains médicaments qui sont perturbateurs endocriniens, mais certains, c'est même leur fonction. Par exemple, la pilule ostroprogestative, on pourrait le considérer comme perturbateur endocrinien. D'autres pour qui c'est moins la fonction, mais qui ont aussi comme effet parallèle une action sur le système endocrinien. Il y a le matériel médical, du matériel de dialyse en particulier, de perfusion, de nutrition parentérale. Puis des produits naturels qui ne sont pas des produits chimiques. On associe souvent perturbateurs endocriniens à produits chimiques. Et en fait, il y a des produits naturels qui ont une action phytoœstrogène, qui vont se lier sur les récepteurs aux oestrogènes et avoir un effet perturbateur endocrinien, comme par exemple le soja, qui a un effet similaire qui mime l'action de l'œstrogène. Les sources sont multiples, donc vous le voyez sur le petit schéma précédent. Là, c'est une autre façon de le représenter. On en retrouve donc dans l'air, dans l'eau et sur la terre. Dans l'air, avec les émissions de polluants de l'industrie en particulier. Dans l'eau et dans la terre, quand ces poussières de polluants retombent. La terre, c'est particulièrement contaminé par les pesticides aussi, qui sont utilisés pour l'agriculture, par les déchetteries. Et donc, tous ces éléments vont se retrouver dans la chaîne alimentaire, à la fois dans les végétaux, forcément par la terre, dans l'eau, dans les produits maritimes et dans la viande. Il faut savoir que certains perturbateurs endocriniens sont lipophiles, ils ont une attirance pour la graisse et donc ils vont être stockés à long terme, à la fois dans la viande animale comme dans le tissu adipeux de l'humain. C'est ce qu'on appelle le principe de bioaccumulation. Donc un produit chimique peut être stocké longtemps, même s'il n'est plus présent dans l'environnement. D'autant plus qu'il existe, vous voyez tout en haut à gauche, des polluants qu'on appelle les polluants organiques persistants, qui vont avoir une persistance particulièrement prolongée. Et donc, ça pose tout le problème de la persistance des produits chimiques auxquels on est exposé et dont on est imprégné, qui persistent des années, des décennies après les interdictions qui peuvent avoir lieu si finalement ce produit est considéré comme nocif pour la santé humaine. Par exemple, le chlordécone, qui est un pesticide qui avait été utilisé pendant des années en Guadeloupe, a été interdit dans les années 90. Et vous verrez, on en reparle plus tard peut-être, les études récentes montrent qu'il est encore retrouvé dans les urines, les analyses d'urine dans les années 2010 chez les enfants qui vivent en Guadeloupe. Donc il est encore présent dans la nature et dans le corps. Alors les mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens sont complexes parce qu'ils peuvent avoir un effet antagoniste, bloquer le récepteur de l'hormone, ou agoniste, au contraire, mimer l'action de l'hormone. Ils peuvent altérer l'expression des récepteurs. Vous savez qu'il y a plusieurs... les hormones fonctionnent avec un système de clés, de serrures, se fixent sur un récepteur, ce qui va engendrer toute une série d'actions. Ces récepteurs, ils peuvent être nucléaires au niveau de la cellule, comme les récepteurs aux androgènes, à la progestérone, des hormones thyroïdiennes ou des rétinoïdes, ou non nucléaires pour d'autres hormones, la dopamine, la norépinéphrine, la sérotonine. Il y a d'autres cascades qui sont un peu plus complexes. Tous ces niveaux-là peuvent être perturbés par les perturbateurs endocriniens de différentes manières. Et ils peuvent également perturber, au-delà de la synthèse, la distribution, le transport ou l'élimination, la clairance des hormones. Les conséquences pour la santé, on n'en a qu'un aperçu pour l'instant. Les choses se dessinent petit à petit, mais c'est une enquête qui est longue et complexe, vous allez voir. Donc, sur la base de ces bases physiopathologiques, là, on sait que les perturbateurs endocriniens vont avoir des cibles préférentielles. Il y a des mécanismes qui sont bien connus, d'autres qu'on ne connaît pas encore. Mais par exemple, l'interaction avec les récepteurs aux androgènes et aux œstrogènes sont clairement établies, ainsi que l'interaction avec tout le système des hormones thyroïdes via la captation de l'iode, via les récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Ou encore des actions, des perturbations de la sécrétion de l'aromatase, qui est cette enzyme qui permet la conversion chez les hommes comme chez les femmes de la testostérone en œstrogène. Donc, toutes ces actions-là sur les hormones vont expliquer les différentes atteintes qu'on peut observer, qui concernent la croissance, qui concernent
la minéralisation osseuse, qui concerne le métabolisme adipeux, le métabolisme glucidique. Il peut y avoir un effet sur la genèse de cancer, sur le développement pubertaire, sur la reproduction qui fait partie des grandes inquiétudes sur les effets des perturbateurs endocriniens et qui ont été un des premiers effets mis en évidence, et des malformations qui s'associent au niveau de tout ce qui est système reproductif, mais aussi sur le neurodéveloppement, sur le comportement, sur d'autres fonctions un peu moins étudiées comme la fonction cardiaque. Donc voici une longue liste de toutes les anomalies qui pourraient être influencées en partie par les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est une étude de Santé publique France au moment de la recherche de priorisation des substances à étudier. Parce qu'en effet, vous allez voir après, c'est très compliqué à étudier, c'est très compliqué de prouver la responsabilité d'une substance dans un problème de santé. Et donc, si on estime qu'il existe au moins 900 substances, c'est impossible de les étudier toutes dans le même temps. Et donc, il a fallu prioriser les substances les plus inquiétantes. Donc, il y en a 16 à l'heure actuelle qui sont étudiées, par exemple, en France via l'ANSES en particulier. Et donc, cette liste-là a permis en partie de prioriser ces substances. Donc, vous voyez qu'il y a des niveaux de preuve qui sont considérés comme suffisants pour pouvoir affirmer qu'il y a un effet perturbateur endocrinien. C'est pour l'endométriose, les fibrome utérins, les cryptorchidies, les hypospades, l'altération de la qualité du sperme qui est responsable évidemment des difficultés de conception. Ça joue sur le sexe ratio, sur les issues de la grossesse avec prématurité et retard de croissance intra-utérin, sur le cancer du sein et de la prostate, les troubles du comportement chez l'enfant et les atteintes cognitives chez l'enfant, avec diminution du QI à l'extrême, les maladies thyroïdiennes, l'asthme et certains cancers comme le lymphome et la leucémie chez les enfants. Pour les autres, il y a des niveaux de preuves variables, mais de nombreux autres troubles qui sont suspectés. Une autre façon de l'exprimer, et vous verrez qu'il y a plein de documents grand public en français ou dans la littérature scientifique en anglais qui présentent les choses comme ça, l'ensemble des perturbateurs endocriniens et quelles sont leurs atteintes et quel est le niveau de preuve. Donc là, celui-là, il avait l'avantage de citer plus précisément les types de perturbateurs que vous voyez sur la colonne de gauche, quelles sont les atteintes, et entre parenthèses, le niveau de preuve. VL, c'est very likely, AS, suspected. Alors, juste un petit aperçu un tout petit peu plus précis, mais c'est loin d'être exhaustif parce que sinon, il aurait fallu peut-être 4 heures pour en parler, mais de ce que ça peut donner concrètement sur la santé. Donc, il y a la santé reproductive, pour laquelle il y a une inquiétude qui est un peu plus ancienne, avec une augmentation de l'incidence de plusieurs pathologies en lien avec la reproduction. Pour ce qui est de la santé reproductive chez l'homme, vous voyez sur ce schéma très clairement l'évolution entre les années 89 et les années 2010 de la concentration spermatique chez les hommes de 35 ans. Qui diminue. On sait, et ça c'est prouvé, tout ce que je vous présente là, c'est seulement les travaux pour lesquels on a conclu, c'est pas mon analyse de la littérature, c'est les instances de santé publique, que les preuves scientifiques étaient suffisamment claires pour les impliquer dans la cryptorchidie, pour le PBDE, pour la diminution du taux de testostérone, pour en particulier les phtalates, pour la réduction de la qualité du sperme pour plusieurs perturbateurs, pour le cancer de la prostate, pour des pesticides, comme le chlordécone, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure en Guadeloupe. Et puis, c'est pas encore formellement prouvé, mais une suspicion de plus en plus forte pour les cancers du testicule. Pour ce qui est de la santé reproductive féminine, il y a un lien avec le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose et le cancer du sein. Et là, vous voyez sur ce petit schéma qui est joli que ça peut interférer en fait à tous les niveaux de l'axe hypothalamo-hypophysaire et au niveau du tissu adipeux qui est impliqué dans le PCOS, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est l'abréviation en anglais. Et qui explique donc ces atteintes. Pour les petites filles, la puberté précoce est aussi potentiellement augmentée, l'incidence de la puberté précoce potentiellement augmentée par l'exposition aux perturbateurs endocriniens.
Et ça peut être l'exposition soit des mères à certains perturbateurs endocriniens qui va du coup augmenter le risque qu'il y ait une puberté précoce à l'avenir chez sa fille, soit des filles elles-mêmes, donc par exemple le soja dont on parlait tout à l'heure, qui a un effet œstrogène-like. Et là, c'est pareil, ça peut se jouer à plusieurs niveaux, au niveau hypothalamique, au niveau hypophysaire, au niveau des neurones à kispeptine, vous savez que c'est ces neurones qui sont connus plus récemment pour réguler le déclenchement de la puberté. Si on parle de la reproduction, on est obligé de parler du distilbène. Donc ça a été un des perturbateurs endocriniens pour lequel les preuves sont formelles et les conséquences continuent de se voir et qui illustrent bien l'effet sur plusieurs générations que peuvent avoir les perturbateurs endocriniens. Donc la persistance du problème de santé bien après l'arrêt de l'exposition à ce produit, avec donc chez les femmes, donc la première génération, les mères qui ont été exposés au distilbène à un risque accru de cancer du sein, mais des conséquences aussi chez les bébés dont les mères ont été traitées par distilbène pendant leur développement in utero, qui peuvent avoir pour les filles plus de problèmes gynécologiques à type de malformation utérine, d'infertilité, de problèmes d'issue de grossesse du coup, et de cancer du sein, du col de l'utérus et du vagin. Mais chez les fils aussi, qui peuvent avoir des malformations génitales et des cancers du testicule. Et puis, on sait que la troisième génération peut être touchée aussi, avec là encore un risque augmenté de malformations génitales ou de troubles peut-être cardiaques ou de malformations de l'œsophage. On passe maintenant aux effets neurocognitifs. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu moins connu, mais on sait que l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens, ça peut avoir des conséquences qui sont clairement démontrées sur le développement cognitif, le développement cérébral. Ça va jusqu'à la diminution des scores de QI dans les tests neurodéveloppementaux. Alors là, par exemple, c'est juste une petite illustration, parce qu'il y a plusieurs études, mais celle-là, elle montre pour l'exposition aux phtalates en particulier. Pour ça, ça testait plusieurs perturbateurs endocriniens, une vingtaine de perturbateurs endocriniens, que les garçons en particulier étaient plus fragiles. Et quand la mère était exposée pendant la grossesse, il y avait une nette diminution du score de QI chez l'enfant à l'âge de 7 ans. Ces perturbateurs endocriniens qui étaient testés là avaient un impact plus ou moins fort en fonction du produit sur le QI. Et un des perturbateurs qui avait un impact le plus important, c'était le bisphénol F. Et ce bisphénol F, vous avez beaucoup entendu parler du bisphénol A qui a été interdit, en France en tout cas. Le bisphénol F est un des substituts possibles au bisphénol A pour plein de produits plastiques et n'a pas encore assez vécu pour faire la preuve de sa toxicité. Donc vous voyez, là encore, ça illustre un peu la complexité de la régulation réglementaire, là, de l'interdiction des perturbateurs qui peuvent être remplacés. Un produit va être remplacé par un autre. Il va falloir quelques années pour prouver que celui-ci est néfaste pour la santé aussi. Là, c'est une petite revue de la littérature qui montrait les effets sur le développement cognitif et donc sur les scores de QI et la probabilité d'implication de chaque perturbateur endocrinien dans cette baisse de QI observée. Et vous voyez que cette probabilité est élevée, entre 70 et 100% pour certains perturbateurs endocriniens, un peu plus faible pour d'autres. Parce qu'évidemment, comme on est tous exposés aux perturbateurs endocriniens, vous allez le voir après plus précisément, c'est parfois difficile d'attribuer, de faire la preuve de l'effet d'un perturbateur en particulier sur quelque chose qu'on mesure, par exemple le QI. Pour ce qui est du métabolisme, les perturbateurs endocriniens sont suspectés d'avoir aussi un impact sur l'obésité et sur le diabète. Là, vous voyez une figure un peu complexe, mais qui montre bien tous les récepteurs qui peuvent être impliqués dans le métabolisme du tissu gras ou du glucose pour donc la lipogenèse, le poids, les niveaux d'insuline, avec les récepteurs aux oestrogènes, par exemple, mais plein d'autres récepteurs, et les perturbateurs endocriniens qui peuvent se fixer ou perturber ces récepteurs d'une façon ou d'une autre. Donc, on comprend que ça puisse avoir des effets sur l'être humain. Et donc là, par exemple, une étude qui montre sur une cohorte d'enfants
quand ils ont été exposés, la mère a été exposée pendant la grossesse au bisphénol A, qui avait été révélé par l'analyse d'urine des mères, que l'enfant, à l'âge de 3 ans, puis à l'âge de 7 ans, surtout à l'âge de 7 ans, avait une augmentation de la circonférence des hanches et de l'obésité centrale. Donc ça, ce sont les quelques effets qui sont clairement démontrés. Il y en a d'autres, et puis il y en a beaucoup pour lesquels on est plutôt dans l'ordre de la suspicion. Et voici pourquoi c'est si compliqué et si long de montrer que certains produits ont un impact sur la santé. Donc on va voir qu'il y a plusieurs causes à ça. Ça, c'est un petit schéma qui vous illustre pour tous les perturbateurs endocriniens qu'on connaît à l'heure actuelle, sur quoi sont basées les preuves scientifiques. Et donc, vous voyez les preuves formelles quand on considère que le risque est avéré avec certitude. C'est la catégorie 1, c'est celle qui est toute petite en haut avec la petite bulle là, qui ne représente que 1%. Et c'est quand on a des preuves sur des recherches humaines in vivo. Dans la grande majorité des cas, on considère que le perturbateur endocrinien a un effet suffisamment avéré. Les preuves sont suffisamment forte quand on a la catégorie 2, là, des preuves in vitro chez l'humain sur des cultures cellulaires, par exemple, et in vivo chez l'animal. Et puis, dans la grande majorité des cas, les preuves sont insuffisantes parce qu'on n'a pas de preuves in vivo chez l'humain. La base de données Deduct, c'est pour ceux qui sont très intéressés par les perturbateurs endocriniens. C'est un système assez génial qui classe les différents perturbateurs de différentes façons. Donc, ce schéma, par exemple, il est tiré de cette base de données. Il les classe de façon, par exemple, sur les preuves scientifiques et le type d'études qui les a étudiées. Donc, on peut aller après plus précisément voir quelles études, quels perturbateurs endocriniens. Il les classe en fonction du nom du perturbateur endocrinien. Il les classe aussi en fonction de l'atteinte sur la santé, ou du type de molécule chimique. Donc, vous avez là le lien Internet si ça vous intéresse. Alors, les particularités des perturbateurs endocriniens qui rendent si complexe leur étude, c'est qu'ils peuvent être responsables d'effets à des très faibles doses d'exposition. Les théories toxicologiques, habituellement, ont l'habitude d'une réponse dose-effet croissante. Plus la dose est importante, plus l'effet va être important sur la santé. Et en fait, avec les perturbateurs endocriniens, ça ne marche pas comme ça. Il peut y avoir des effets parfois plus important à une dose plus faible. C'est ce qu'on appelle la relation dose-réponse non monotone. Donc là, vous voyez sur ce petit schéma qui l'illustre, avec une courbe en U inversé, comme ça. Une faible dose peut être plus délétère qu'une forte dose, qui pose tout le problème des valeurs toxicologiques de référence, parce que, quelles que soient les études, il faut fixer une valeur à partir de laquelle on considère qu'un produit peut être nocif pour la santé et donc doit être réglementé. Et c'est moins évident quand on a ce type de réaction. Il y a aussi l'effet cocktail qui est bien connu. En fait, cet effet cocktail, c'est le fait qu'il peut y avoir des interactions entre les différentes substances auxquelles on est exposé. Parfois, il n'y en a pas, donc à ce moment-là, il n'y a pas d'effet cocktail, mais parfois, il y en a. Et ces effets peuvent être très variables et sont imprévisibles. Ils peuvent être antagonistes, deux effets peuvent s'annuler ou s'amoindrir, mais ils peuvent aussi s'additionner ou au contraire se potentialiser. Enfin, pas au contraire, mais pire encore, se potentialiser. Et donc là, vous avez des petits schémas qui illustrent. Alors celui de droite, il n'est pas très joli, mais il permet bien de visualiser. Évidemment que si on parle de valeurs toxiques de référence et qu'on est bien en dessous pour plusieurs produits chimiques d'un taux autorisé, et qu'on est exposé à tous ces produits-là en même temps et que finalement ces effets s'additionnent, on n'est pas dans la pire situation dans laquelle ils se potentialisent, mais juste ils s'additionnent, et ben on arrive à la colonne de droite où il y a une préoccupation pour la santé, on est dans une zone toxique. Le petit graphique à gauche montre par exemple dans une étude pour le bisphénol A, la courbe de bleu c'était la courbe, l'effet sur la production de testostérone pour le bisphénol seul. Et puis la courbe en rouge, c'était l'effet pour une mixture, pour un mélange de perturbateurs endocriniens. Et on voit que l'effet est plus important, la diminution des taux de testostérone est plus importante quand le bisphénol est associé à d'autres perturbateurs. Une des autres particularités, c'est l'effet transgénérationnel. On voit que les effets, comme pour le distilbène, peuvent se manifester sur les générations suivantes et non chez les parents exposés. Donc ça complexifie aussi l'étude
des effets des perturbateurs, parce que c'est pas parce qu'on trouve pas un effet chez un sujet qu'on est en train d'étudier qu'il y en a pas finalement pour les générations qui vont suivre. Ça s'explique par des phénomènes épigénétiques, avec en particulier des modifications de la méthylation de l'ADN, de l'acétylation, avec toute la notion d'empreinte génétique. Vous savez, certains gènes qui sont modulés selon qu'il est transmis par la mère ou par le père, et puis par l'expression variable de micro-ARN et d'ARN non codants. Il y a des mécanismes également de toxicité différés. Donc, on peut être exposé à un moment donné, ne pas avoir de conséquences immédiates, mais finalement, après plusieurs années d'exposition, commencer à avoir des phénomènes apparaître. Et toutes les expositions au cours de la vie, qui commencent in utero et même probablement chez le parent exposé avant la grossesse pour la mère ou avant la fertilité pour le père, vont avoir des conséquences progressives chez les enfants au fur et à mesure de la vie. Il y a des fenêtres d'exposition. On sait qu'on n'est pas égaux face aux risques, face aux perturbateurs endocriniens, avec des périodes particulièrement à risque. C'est par exemple le développement fœto-embryonnaire, évidemment, puisque c'est la période pendant laquelle il y a une multiplication des cellules, une grande activité de la synthèse d'ADN, et donc le risque qu'il y ait une interférence à ce moment-là, mais aussi la petite enfance et probablement la puberté, même si c'est quelque chose qui n'est pas encore franchement démontré. Et les enfants, c'est une population particulièrement fragile pour plein de questions, mais pour les perturbateurs endocriniens aussi. Non seulement parce que, en fait, du fait de leur poids corporel, ils ont un apport relatif qui est plus élevé aux facteurs environnementaux. Ils ont relativement une alimentation qui est plus importante en quantité par rapport à leur surface corporelle, un apport d'eau qui est plus important aussi, et donc ils sont plus exposés à tous les facteurs qu'on peut retrouver dans l'environnement. Ils ont une fréquence respiratoire qui est plus importante, ils sont plus exposés aux facteurs qui peuvent être inhalés. Ils sont exposés à un moment où ils sont encore en développement, où leurs fonctions biologiques sont en développement et donc peuvent être altérées, et ça peut avoir des conséquences plus délétères que chez un adulte qui a déjà ses fonctions bien mises en place. Et puis, leur comportement peut accroître certains niveaux d'exposition. Par exemple, les tout petits mettent les choses à la bouche, ça fait partie du développement normal. Et donc, il y a un risque de transmission par un gestat qui est plus important que chez un adulte. Ils vont mettre à la bouche des choses qui ne sont pas prévues pour être comestibles, des plastiques, des jouets par exemple, ce qui peut avoir des conséquences plus importantes, vous allez voir. L'exposition, elle est ubiquitaire. Ça aussi, ça fait partie du défi méthodologique d'étude des perturbateurs endocriniens, parce qu'on est tous exposés à énormément de choses, et donc on ne peut pas avoir de cohorte témoin qui ne soit pas exposé. On ne peut pas comparer quelqu'un qui est exposé à tel perturbateur à quelqu'un qui ne l'est pas exposé et voir s'il y en a un qui a plus de problèmes d'endométriose, par exemple. On est tous exposés à tout. Par exemple, là, donc, il y a des grandes cohortes de suivi. Esteban, ELF, ce sont des grandes cohortes françaises menées par des actions de santé publique France, qui montrent que dans la cohorte Esteban, chez des sujets d'âge très variés, entre 6 ans et 74 ans, donc vous voyez, c'est une étude entre 2014 et 2016, dans l'ensemble de la population, dans tous les échantillons urinaires, ont été retrouvés à des taux significatifs la présence de bisphénol, de phtalate, de parabènes, d'éther de glycol, de retardateurs de flamme, de composés perfluorés, qui sont donc ces mêmes perturbateurs endocriniens qu'on a vus un peu plus tôt, responsables des différents problèmes de santé. Dans la cohorte ELF, donc ça c'est une cohorte sur plus de 4000 femmes en France, qui s'intéresse aux facteurs environnementaux, à l'entourage, aux conditions de vie des femmes enceintes et des parents, et de l'influence sur le développement de l'enfant au niveau physique et psychologique. Et là, ça a montré en 2011 que 99% des femmes enceintes étaient imprégnées par les phtalates. Donc, c'est une exposition qui est très importante et qui persiste. Ça amène à la notion d'exposome. Donc, vous voyez, ces facteurs environnementaux, ça fait partie de plusieurs choses auxquelles l'être humain est exposé. Et donc, de plus en plus, on parle de l'impact de tout l'environnement sur la santé humaine, sur plusieurs pathologies, qu'elles soient psychiques ou physiques. Et les perturbateurs endocriniens sont un des éléments parmi d'autres, que sont le mode de vie, les facteurs sociaux, socio-économiques, tout l'écosystème. Donc, ça rend d'autant plus difficile l'étude des perturbateurs endocriniens, sur le même principe que le fait qu'il y a énormément de perturbateurs endocriniens auxquels on est tous exposés. Il y a également
énormément d'autres facteurs auxquels on est tous exposés et qui peuvent être des facteurs confondants quand on veut essayer de faire la preuve de l'effet d'une exposition sur une pathologie. Pour essayer d'y voir plus clair, il y a des études épidémiologiques, des études de biosurveillance. Donc, en France, il y en a plusieurs. J'en ai mis juste quelques-unes pour exemple. L'étude Pélagie, par exemple, qui est une étude sur l'environnement grossesse-enfance en Bretagne, qui commence à donner des résultats préliminaires. Le Timoun Cohort, c'est l'étude sur le chlordécone en Guadeloupe. La cohorte ELF, dont je vous ai parlé. Une autre étude glycérine qui concerne, elle aussi, l'exposition des femmes enceintes à certains produits ménagers ou produits cosmétiques. Et puis, il y a des études européennes, comme l'étude HBM4E, et puis évidemment, dans chaque pays, plusieurs études, outre-Atlantique également. L'étude Esteban, elle montre, donc, je vous ai dit tout à l'heure, une imprégnation importante de tous à certains produits, à certains perturbateurs endocriniens. Et elle a montré ensuite, un peu plus dans le détail, que l'utilisation des produits cosmétiques et des produits de soins augmentait ces niveaux d'imprégnation, en particulier pour les parabènes et les éthers de glycol. Et ça, en particulier chez l'enfant. Alors que c'est la population qu'on pensait être la moins exposée peut-être aux cosmétiques, finalement, ce sont eux pour qui l'impact des produits cosmétiques semble la plus importante. Ça a montré aussi que la fréquence, donc ça c'est intéressant parce que c'est des résultats très concrets, c'est pour ça que je vous les présente plus particulièrement. La fréquence de l'aération du logement a une influence sur les niveaux d'imprégnation de certains perturbateurs, les perfluorés, les retardateurs de flamme. Les retardateurs de flamme, on les a dans tous les tissus de l'aménagement, les rideaux, les canapés, les habillés, etc. Et plus le logement est aéré, plus les niveaux d'imprégnation sont bas. Et enfin, les enfants, quel que soit le perturbateur, présentent des niveaux d'imprégnation plus élevés pour les raisons qu'on a vues précédemment. CEPAGE, en 3 mots, c'est une cohorte grenobloise, donc dans la région de Grenoble, qui suit l'évolution d'enfants en fonction de l'exposition des parents aux perturbateurs endocriniens et qui a des résultats, ça aussi c'est des résultats préliminaires pour l'instant, mais qui montrent quand même un franc retentissement significatif sur le comportement cognitif des filles et des garçons, qui est impacté de façon différente selon l'imprégnation en perturbateurs endocriniens de leurs parents et des enfants. Alors maintenant, une fois qu'on sait ça, on sait qu'on est exposé à plein de perturbateurs endocriniens, on sait que certains peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, mais comment on fait puisqu'il y en a partout? En France, on a la chance d'avoir une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui est en place depuis 2004, avec la deuxième stratégie nationale qui est active, ce qui permet de financer des projets de recherche, ce qui permet de financer des projets de communication, d'information, avec le but d'informer le grand public, mais aussi de mieux former les personnels médicaux, et dans le but de protéger la population de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça s'intègre dans des plans plus larges que sont les plans national santé-environnement. On est actuellement dans le 4e plan national santé-environnement. Et je vous ai mis juste ces petites vignettes là qui sont un extrait des différentes actions du plan pour vous montrer qu'il y en a plusieurs finalement qui concernent les perturbateurs endocriniens ou l'environnement chimique et dont certaines qui sont considérées comme des mesures phares. Donc la première, par exemple, la première action, c'est d'améliorer la connaissance de l'état de son environnement et les bonnes pratiques à adopter donc pour la population. Et avec le projet de construire une application qui permette à tous d'accéder à des informations fiables sur la qualité de son environnement et des conseils pratiques pour limiter son exposition. Donc là, il y a une application qui a été créée qui concerne la qualité de l'air, par exemple, qui est téléchargeable de façon gratuite, qui ne parle pas des perturbateurs endocriniens, mais peut-être que ça viendra pour cette application. Et puis une autre dont je vais vous parler après, dont le but est de pouvoir repérer dans les différents produits du quotidien la présence de perturbateurs endocriniens. Il y a d'autres actions, donc voilà, on ne va pas les revoir tous en détail, mais qui concernent la grossesse, les connaissances des professionnels en lien avec l'environnement, avec la santé, l'information du grand public sur l'utilisation, les bonnes règles d'utilisation des produits ménagers, l'impact sur la santé et l'environnement, et l'identification des substances dangereuses, qui est du coup une des grandes difficultés, savoir les identifier, savoir ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise ou auxquels on est en contact.
En parallèle, il existe un plan gouvernemental pour l'économie circulaire, avec récemment une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui s'appelle AGEC. Qui comporte 5 grands axes. Et dans ces grands axes, il y a en priorité sortir du plastique jetable. Donc ça, c'est quelque chose qui est une des grandes mesures environnementales et qui peut participer à limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, parce que vous avez vu que les perturbateurs endocriniens, une de leurs sources principales, c'est le plastique. J'ai oublié de vous préciser quand je vous parlais des différentes sources que parmi les sources alimentaires, la contamination de l'alimentation par les pesticides, elle vient à la fois de la terre, de l'eau et de la chaîne alimentaire, mais aussi des plastiques et emballages qui sont en contact avec l'alimentation et qui peuvent être ensuite ingérés. Dans le cadre de cette loi, il y a en cours un logo perturbateur endocrinien qui est en cours de développement en lien avec la Société française d'endocrinologie et qui permettra donc de mieux identifier les perturbateurs endocriniens dans les différents composés. L'application dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle soutenue par le ministère, c'est l'application Scan4Chem, qui est une application gratuite qui permet de scanner les produits, leur code barre ou le produit lui-même, et qui permet d'informer du coup le consommateur sur la présence de perturbateurs endocriniens ou de produits suspectés comme perturbateurs endocriniens. Alors, tous les produits ne sont pas couverts par Scan4Chem, ce sont seulement les produits dont le composé est accessible au scan. Donc, les produits mélangés, par exemple les cosmétiques, par exemple les peintures qui sont à l'intérieur d'un pot, ne vont pas être analysés par l'application. L'application va analyser la composition du pot de peinture, mais pas du mélange de peinture à l'intérieur. Donc, il y aura ensuite encore certains produits qui ne seront pas accessibles à cet outil, mais déjà une grande partie des produits, un meuble, un biberon, un habit, qui peuvent être évalués. Et puis, un système surtout qui a pour but d'essayer d'intégrer un mode de pression sur l'industrie, d'intégrer l'industrie dans la limitation de l'utilisation de perturbateurs endocriniens, du coup en amont de la fabrication des produits, parce que si le produit n'est pas reconnu par l'application et si les informations ne sont pas dans la base de données, il y a une possibilité via cette application de contacter le fabricant, d'envoyer une requête au fabricant lui demandant quelle est la composition de son produit et contient-il des produits, des perturbateurs endocriniens. Donc, au niveau national français, l'ANSES est un des grands acteurs du plan national de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement et qui se mobilise du coup par plusieurs experts. Donc, c'était simplement pour vous présenter un peu les modalités de travail de l'ANSES, mais vous pouvez voir plus précisément sur le site de l'ANSES sur lequel il y a énormément de documents sur les perturbateurs endocriniens, entre autres, que c'est des experts nombreux, pluridisciplinaires, qui sont candidats et dont la candidature est retenue sur leur expertise, sur leurs compétences et sur l'absence de lien d'intérêt qu'ils peuvent présenter. Ensuite, après étude, ils rendent des travaux et ces travaux sont analysés pour en tirer, si possible, un avis et une recommandation de santé publique pour le grand public, qui va être transmise au pouvoir public, qui va pouvoir s'en servir comme d'un outil, vous allez voir, pour ensuite des discussions, pour essayer de faire avancer la réglementation au niveau européen, qui va pouvoir le communiquer aux professionnels de santé, aux professionnels de l'environnement, aux professionnels de l'éducation pour la transmission de la connaissance également, aux citoyens grand public et évidemment à la communauté de recherche. Donc, une illustration de ces études de l'ANSES, de l'implication de l'ANSES, des études de biosurveillance, c'est par exemple cette étude sur les jouets, les équipements en matière plastique destinés aux enfants de moins de 3 ans, qui a montré relativement récemment qu'il n'y avait pas de grosse inquiétude sur les produits qu'ils ont utilisés quant à la transmission dans la salive et l'ingestion dans la salive de l'enfant. Mais je vous l'ai mis celle-là et je voulais vous en parler pour vous illustrer à quel point c'est complexe et à quel point c'est compliqué d'en tirer un message clair d'information pour un patient, par exemple, qui poserait la question. En fait, dans cette étude, il y a eu d'abord une analyse de la composition d'une sélection de jouets en plastique ou d'articles de puériculture type sucette, etc., tétine,
anneaux de dentition. Et puis, il a été décidé d'en analyser, parmi ces composés chimiques qui ont été retrouvés, 5. Donc 5 phtalates, parce qu'ils étaient un peu plus préoccupants que les autres. Et sur ces 5 phtalates, il y en a 4 qui n'ont pas montré de grosse imprégnation de l'enfant par voie salivaire, mais tout en considérant des valeurs toxicologiques de référence qui sont celles qu'on considère à l'heure actuelle en l'état de nos connaissances comme pouvant être problématiques. Mais les valeurs toxicologiques de référence, elles évoluent au fil du temps en fonction de l'accumulation des connaissances, l'effet cocktail, etc. Donc, c'est une donnée en l'état actuel des connaissances. Il y en a une 5e pour laquelle il n'y avait pas assez de données scientifiques pour pouvoir conclure, donc une 5e sur laquelle il y a absence de données. Et puis, à l'occasion de cette étude de composition des jouets, on a vu qu'il y avait aussi des produits chimiques interdits par la législation qui étaient retrouvés dans certains jouets qui avaient pourtant un circuit de commercialisation classique. Donc, à partir de là, si on se plonge vraiment dedans, qu'on lit le rapport en entier, à la fin de la lecture, on sait encore moins répondre à la question des parents. Mais alors, en fait, est-ce que le jouet que je donne à mon enfant, il pose problème? Est-ce qu'il peut le mettre à la bouche, oui ou non? C'est compliqué d'en tirer un message clair de santé publique. Au niveau européen, c'est là que se jouent les décisions, les réglementations pour la commercialisation des produits, leur étiquetage. Et donc avec, vous voyez, le pacte vert pour l'Europe en particulier qui œuvre pour toutes les questions de l'environnement. Un des axes de travail, c'est l'ambition zéro pollution pour un environnement sans substances toxiques. Dans ce cadre-là peuvent s'intégrer les perturbateurs endocriniens. Et donc, vous voyez que la Commission européenne, elle consulte des experts scientifiques, mais des experts aussi juristes, des experts de différents domaines, mais aussi les producteurs qui sont concernés par les produits chimiques et d'autres parties prenantes. Et je vous ai juste souligné là que la détermination des instruments et des approches appropriées pour la réduction des risques, elle tient compte non seulement de l'environnement et des connaissances médicales et scientifiques, mais aussi des implications socio-économiques. Certains États, dont la France, soutiennent des principes pour limiter l'effet des perturbateurs endocriniens sur la santé et pour faciliter leur repérage. Donc, parmi ceux-là, il y a l'homogénéisation de la définition et des critères d'identification, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas parce qu'il y a plusieurs cadres réglementaires qui s'appliquent suivant différents produits. Et donc, ce n'est pas la même législation pour les pesticides, pour les biocides, pour les cosmétiques que pour l'eau, pour l'alimentation, pour les jouets, par exemple. Et donc, ça rend un petit peu complexe tout ce système réglementaire. C'est de permettre l'émergence de critères plus sûr pour différencier le danger selon qu'il soit avéré, présumé ou suspecté. C'est de ne prendre en compte les éléments socio-économiques qu'ultérieurement au stade de la mesure de gestion, mais pas dans l'analyse du danger, à l'étape d'analyse du danger d'une substance chimique. Et puis, de ne pas prendre en compte des notions qui sont des notions habituelles dans ces situations de toxicologie, la notion de puissance, parce qu'elle n'est pas compatible avec certaines particularités des perturbateurs endocriniens, à savoir la possibilité d'effets à très faible dose. Donc, le cadre réglementaire, il est très complexe. Il y a des dispositifs réglementaires transversaux qui s'appliquent de façon indiscutable pour tous les pays et pour tous les produits. C'est le règlement CLP, par exemple, qui est le règlement d'étiquetage. Ça, c'est le fabricant d'un produit, celui qui le commercialise, qui doit auto-évaluer son produit et statuer sur la dangerosité de substances chimiques et adapter l'étiquetage, en informer le consommateur. Il y a le règlement REACH qui concerne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, mais qui concerne uniquement les risques importants. Et donc, pour l'instant, les produits qui sont concernés par le règlement REACH, c'est les produits, les substances dites CMR, qui ont une préoccupation avérée comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Quand on n'est pas dans ce cadre-là, il faut que la préoccupation sur le système endocrinien, elle soit au moins aussi inquiétante que ces substances CMR. Si c'est le cas, à ce moment-là, les substances sont considérées comme très préoccupantes. Elles sont inscrites sur la liste des substances soumises à autorisation et il faut des autorisations particulières pour pouvoir le commercialiser. Et il faut apposer ce petit logo là que vous voyez à droite qui
qui alerte le consommateur qu'il faut bien suivre les principes d'usage, les précautions d'usage de ce produit parce qu'il est toxique. Et puis après, il y a des réglementations sectorielles. Donc là, elles sont propres à chaque produit, parfois à chaque pays. Et il n'y a que pour les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides qu'il y a une exclusion explicite et claire des substances présentant des effets perturbateurs endocriniens depuis 2017. Pour les autres, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les jouets, la réglementation relative à l'eau, c'est plus complexe. Et c'est le règlement CLP qui s'applique. Donc en 2019, ça c'est une étude d'après une requête du Parlement européen, d'un comité d'experts qui a essayé d'analyser cette réglementation-là, ces différents niveaux de réglementation pour chaque classe de produits, les jouets, l'alimentation, les cosmétiques. Est-ce qu'il y a une définition claire des perturbateurs endocriniens qui permet d'afficher cela sur la composition du produit? Est-ce qu'il y a un document clair qui est associé au produit? Est-ce qu'il y a des tests de ces produits qui sont demandés aux fabricants ou dans différents contrôles? Et vous voyez que quand c'est rouge, c'est non, il n'y a pas, ou c'est très insuffisant. Et donc c'est le cas pour tous les additifs alimentaires, pour tous les contenants alimentaires et pour beaucoup de choses. Alors, il y a des avancées régulières. Donc là, récemment, par exemple, en 2023, c'est la réglementation CLP qui permet d'identifier les perturbateurs endocriniens et les substances chimiques à longue durée de vie. Les fameux POP, là, les polluants organiques persistants, devront maintenant être signalés sur les produits. Donc, vous voyez, avec un étiquetage différent qui explicite le type de danger, si c'est perturbateur endocrinien chez l'homme, plus ou moins avéré, ou si c'est persistant dans l'environnement à très long terme. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est mis en place d'une nouvelle réglementation est très long. Et donc, à partir du moment, il faut des années pour prouver qu'un perturbateur endocrinien est nocif. Et puis, il faut des années pour qu'il y ait un accord consensuel qui permette une nouvelle réglementation. Et puis après, il faut quelques années pour que cette réglementation elle soit mise en place. Donc là, par exemple, pour les substances sur le marché, déjà, il va y avoir une période de transition. Le décret est existant depuis avril 2023, mais on considère qu'on entre dans la période de transition qu'à partir de mai 2025, et cette période jusqu'à novembre 2026, elle permet quand même de commercialiser des produits dans lesquels l'indication perturbateur endocrinien n'apparaît pas. La période de transition, ça encourage simplement le fabricant à commencer à mettre en place cette signalisation. Et c'est seulement à partir de novembre 2026 que ce sera obligatoire. Et quand il s'agit d'un produit mélangé, par exemple un cosmétique, une peinture, cette période de transition, elle va commencer en 2026 et l'obligation, elle sera effective qu'à partir de 2028. Donc ça vous montre un petit peu pourquoi c'est compliqué. Donc maintenant, si on veut pouvoir quand même donner des grandes recommandations générales à nos patients, par exemple, ça c'est le groupe de travail Live Ask Reach qui fait partie aussi du programme de l'Union européenne, qui donne des grandes recommandations. Alors celles-là, elles sont très larges. Si possible, acheter plutôt les produits éco-certifiés. Si possible, préférer plutôt les produits naturels que les produits à base de plastique. Si possible, utiliser les produits pour l'effet pour lequel ils sont prévus et dans les conditions recommandées par le fabricant. Donc ça, c'est important pour le port de gants, par exemple, pour certains produits ménagers ou certains produits de travaux, les peintures, etc. Santé publique France est l'institut qui donne les recommandations pour le grand public. Et donc là, voici quelques-unes des dernières recommandations. Donc sur le plan nutritionnel, les recommandations pour diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est de privilégier les aliments d'origine biologique, c'est de privilégier le fait maison en utilisant des produits frais ou des aliments surgelés non préparés, plutôt que des produits en conserve, ou plutôt que des produits surgelés préparés, donc plutôt les légumes simples, les poissons congelés simples, sans panure ajoutée, sans préparation particulière. C'est d'éviter les plats préparés et autres produits ultra transformés, les biscuits, les barres chocolatées, les encas sucrés salés, les sodas.
Donc ça, non seulement c'est une mesure de santé publique pour la lutte contre l'obésité, les pathologies cardiovasculaires, mais aussi pour l'exposition à différents perturbateurs endocriniens. C'est de ne pas consommer plus de 2 fois par semaine du poisson, parce qu'ils ont une haute teneur en métaux lourds, et de varier les espèces de poissons consommés, et puis certains sont plutôt déconseillés. Et par précaution, d'éviter de faire chauffer les aliments dans des contenants en plastique ou de mettre des aliments chauds dans des tels contenants, parce que on voit que les plastiques sont une des grandes sources des perturbateurs endocriniens, et la contamination de la nourriture par le plastique se fait de façon beaucoup plus importante avec la chaleur. Afin de réduire la pollution de l'air maintenant, il y a des recommandations très concrètes. Aérer au moins 10 minutes par jour son logement, quelle que soit la période de l'année. Même si c'est l'hiver et qu'on chauffe le salon, il faut ouvrir la fenêtre au moins 10 minutes. Cette aération, elle doit être plus importante quand on a des travaux de bricolage, de cuisine, après avoir fait le ménage avec des produits ménagers chimiques, et après douche et bain. Il faut limiter l'usage en nombre et en quantité des produits d'entretien. Et donc là, il y a les conseils d'utiliser les produits les plus naturels possibles, par exemple le vinaigre blanc ou le savon noir, des produits de ce type. Respecter les conditions d'utilisation des produits d'entretien, on le disait. S'il faut porter des gants d'après la notice d'utilisation, c'est que c'est important probablement, qu'il peut y avoir une contamination cutanée. Ne pas mélanger plusieurs produits d'entretien parce qu'on ne connaît pas les effets de l'addition des différentes molécules chimiques, et d'éviter les sources de polluants de l'air intérieur dont on peut se passer, tous les diffuseurs d'odeurs, les sprays, les encens, les bougies parfumées, les vaporisateurs de parfum. Pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, il y a évidemment les mêmes principes de précaution, et en plus, encore plus de principes de prudence, limiter l'exposition aux produits chimiques en général, éviter les travaux de peinture. Donc là, plus précisément, il est recommandé aux femmes enceintes de ne pas préparer la chambre de l'enfant en repeignant les murs pendant la grossesse, de préparer si possible la chambre de l'enfant au moins 2 mois avant la naissance de l'enfant, mais donc par une autre personne, pas par la mère qui porte l'enfant. Et que l'enfant ne soit pas exposé à une peinture fraîche, éviter les pesticides domestiques, le produit d'entretien, les produits cosmétiques pour les enfants et pour les femmes enceintes, les bougies, les encens. Préférer les produits d'entretien, comme on disait, les plus naturels et les plus simples possibles. Utiliser le moins de crème de cosmétiques, éviter les parfums, les produits parfumés, éviter les teintures pour cheveux, y compris les teintures dites naturelles comme le henné. Très rapidement, pour finir, quelques liens pour des sites pédagogiques, des sites grand public que vous pouvez indiquer à vos patients. Il y a le site des 1000 premiers jours qui est particulièrement bien fait, qui se présente comme ça dans sa barre de recherche. Et vous voyez, il y a plein de recommandations pour les parents de jeunes enfants, dont certaines pour les sources d'exposition à différents produits toxiques, dont les perturbateurs endocriniens, avec par exemple des petites vidéos qui sont des vidéos très courtes, qui peuvent être diffusées aussi par exemple sur des écrans de laboratoires d'analyse médicale, de pédiatres, de médecins traitants ou autres, qui durent moins de 3 minutes et qui sont très clairs et qui reprennent les grandes recommandations de Santé publique France qu'on vient de voir. Il y a aussi toute une espèce de petite maison virtuelle. On peut cliquer sur les différentes pièces, et dans chaque pièce, on peut cliquer sur les différents produits qu'on peut retrouver dans ces pièces-là. Et pour chaque produit, par exemple, là, le lave-linge, à quoi on peut être exposé. Donc, il y a des perturbateurs endocriniens, puis il y a d'autres composés toxiques sur d'autres plans. Et puis, ça, juste un document d'information, parce qu'il est important aussi sur les perturbateurs endocriniens qui peuvent intervenir en milieu du travail par l'Institut national de recherche et de sécurité du travail, avec un document qui est très bien fait et qui peut être aussi diffusé aux employeurs. Et donc, en conclusion, par leur présence ubiquitaire, vous voyez que les perturbateurs endocriniens sont un enjeu environnemental et de santé publique, en particulier avec une inquiétude assez forte pour ce qui est de la santé reproductive. De par ces particularités d'action, c'est un défi méthodologique pour la recherche, pour prouver leur impact sur la santé. D'autant que pour la réglementation, afin de limiter leur utilisation, il faut avoir fait preuve de leur impact sur la santé de façon assez solide. Nous avons la chance d'avoir une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens pour avancer dans cette direction. Mais en attendant, certains gestes simples du quotidien peuvent être conseillés à vos patients.
comme principe de précaution, sans qu'il n'y ait encore de preuves scientifiques d'une efficacité de tous ces principes de précaution. Et puis une toute petite citation que j'ai recueillie dans un article que je trouvais joli, qui nous signifiait qu'on n'était qu'au début d'un long voyage sur cette thématique. Et alors finalement, puisque c'était le titre de la présentation, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh ben, moi, j'en retiens que c'est bien compliqué, mais que c'est important tout de même de s'y intéresser si on ne veut pas ressembler à ces charmants animaux qu'on voit illustrés ici. Excellent, docteur Katsets. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées dans le fil de discussion, et avec les personnes qui les ont posées, on a convenu que vous aviez répondu déjà à ces questions, donc je ne reviendrai pas dessus. Une seule peut-être. Pouvez-vous nous dire si le paracétamol est un perturbateur endocrinien ou non ? Oui, alors oui, je peux essayer de répondre à cette question. Non, je ne peux pas vous dire. Il y a eu toute une polémique et plusieurs études sur ce sujet-là. Il n'y a pas de preuve formelle d'un rôle toxique, d'un rôle perturbateur endocrinien du paracétamol. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a une suspicion de perturbation endocrinienne. Mais pour plusieurs raisons, c'est difficile d'en tirer une conclusion claire pour les raisons que je vous ai exposées. Différentes études avec différentes méthodologies qui rendent les méta-analyses complexes. Pas de cohorte témoin, un médicament qui est très communément répandu, mais des femmes enceintes. En fait, ça a été beaucoup d'études sur des prélèvements urinaires chez les femmes enceintes, mais on ne savait pas exactement quand elles avaient été exposées au Doliprane, combien de temps, au paracétamol, combien de temps, à quel moment de la grossesse. Et on ne connaissait pas non plus les autres facteurs d'exposition, les facteurs génétiques. Et donc, il est difficile d'attribuer, de conclure à une relation de cause à effet, et c'est le cas en général pour les perturbateurs endocriniens, entre l'exposition et ce qui peut être observé. Et donc, il y a autre chose en ce cas particulier du paracétamol, c'est que c'est compliqué d'avoir un principe de précaution en disant, bon, il y a peut-être une suspicion, n'utilisons plus ce produit, parce que pendant la grossesse, il n'y a finalement pas énormément d'antalgiques qui sont possibles de consommer sans risque pour le fœtus. Et il ne faut surtout pas que les femmes, par leur inquiétude sur le paracétamol, consomment des AINS, parce que là, pour le coup, le risque est clairement démontré. Et donc, il faut rester sur le principe de consommer des antalgiques à une dose efficace, mais seulement quand nécessaire, le moins possible. Bien sûr, très très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci aussi pour le clin d'œil que vous avez fait aux 1000 premiers jours, parce que nos auditeurs fidèles le savent. Nous avons organisé une conférence avec le docteur Boris Cyrulnik qui nous a parlé spécifiquement des 1000 premiers jours, et cette conférence, j'en profite pour faire le lien, est visible sur le site du Conseil de l'Ordre. Comme la conférence de ce soir sera disponible d'ici une dizaine de jours sur le site du Conseil de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, pour y accéder, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré CDOM13, onglet Communication, Jeudi de l'Ordre. 1000 merci d'avoir assisté au 33e Jeudi de l'Ordre. 1000 merci à Fanny Medina et à Sarah Katsets pour vos brillantes interventions. Merci à l'équipe Safar qui assure la captation depuis 2 ans maintenant des Jeudis de l'Ordre. 3 points à retenir. Retrouvez les Jeudis de l'Ordre en replay sur le site que je vous ai donné tout à l'heure. Surveillez votre boîte mail, puisque nous allons avoir un communiqué dédié à la sécurité des soignants qui arrivera dès la semaine prochaine. Prochain rendez-vous le jeudi 7 décembre, le médecin face aux plaintes et les procédures disciplinaires, un autre sujet extrêmement sensible et dont les médecins sont friands d'avoir des informations. Ce sera le docteur Bruno Mellet, secrétaire général du Conseil de l'Ordre, qui interviendra sur ce sujet et qui est référent sur les plaintes et les doléances au niveau départemental, mais également au niveau national. Le maître Corinne Amar, qui est avocate au barreau de Marseille. Merci à tous, très bonne soirée et rendez-vous le 7 décembre. À très bientôt.